L'histoire des Juifs de France à présent, et oui, un nouvel épisode aux côtés de Christophe Darr. Et Christophe, c'est la suite du portrait de l'auteur, compositrice et interprète Barbara que nous vous proposons ce matin. Alors dans la première partie, nous avons évoqué son enfance, marquée par les changements d'adresse pour échapper aux rafles et aux déportations de la Seconde Guerre, et par l'inceste dont elle est victime alors qu'elle n'a que 10 ans. Nous avons aussi parlé de ses débuts difficiles dans des cabarets belges et parisiens, avant de connaître le succès au début des années 60. Christophe, nous sommes donc en 1965 et Barbara écrit une petite cantate en hommage à une pianiste et amie, Liliane Benelli. Et le 12 août 1965 est une belle journée d'été du côté d'Aix-en-Provence. Liliane Benelli, son amoureux, le jeune chanteur Serge Lama et le frère d'Enrico Macias, Jean-Claude Grenassia, chauffeur et régisseur de la tournée d'été à laquelle tout ce petit monde participe, sont en voiture et soudain, grave accident. Jean-Claude Grenassia et Liliane Benelli meurent sur le coup et Serge Lama est grièvement blessé. Il gardera d'ailleurs des séquelles de l'accident à vie. Quand vous le voyez boiter, ça date de cet accident. Barbara chantera une petite cantate à chacune de ses représentations pour donc se souvenir de la mémoire de cette pianiste et amie Liliane Benelli. Et jamais d'ailleurs elle ne retirera cette chanson de ses tours de chant. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similar et sol do fa. Et à cette même période, Barbara écrit et interprète un autre grand classique de son répertoire, Ma plus belle histoire d'amour, une chanson en hommage à son public fidèle. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Eh oui, ma plus belle histoire d'amour qui fera partie aussi de tous les récitals de Barbara et en même temps c'est bien normal puisque donc vous l'avez dit Ilana, elle s'adresse à son public, le public de Barbara qui on peut le dire effectivement mérite bien cette chanson car on a rarement vu sur scène une telle communion entre une artiste et son public. Elle avait vraiment de vrais fans qui pouvaient lui lancer des brassées de fleurs sur scène et qui pouvaient rester des heures à l'applaudir. Barbara multipliant les rappels, ça pouvait durer comme ça toute la nuit. Et en 1969, pourtant, Barbara, à la fin d'une série de représentations à l'Olympia, annonce qu'elle arrête les tours de chant. L'année suivante, elle joue dans une comédie musicale qui s'appelle Madame. Et c'est l'écrivain et dramaturge Remo Forlani, surtout connu d'ailleurs du grand public pour avoir été le monsieur cinéma de RTL pendant des années, qui signe le texte. Barbara qui interprète dans Madame une tenancière de maison close en Afrique, mais cette comédie musicale sera un échec. Et malheureusement, alors cette même année 1970, Barbara travaille sur un nouvel album, mais il lui manque une chanson. Et c'est là qu'elle trouve dans le tiroir d'une commode un texte écrit quelques années plus tôt. Elle se met alors au piano et en s'inspirant d'une sonate de Beethoven, elle compose une musique sur ce texte. Eh oui, c'est ce que raconte en tout cas la légende. Et ce titre, c'est L'Aigle Noir, la chanson la plus célèbre de son répertoire. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un aigle noir. Alors que raconte cette chanson, Ilana, L'Aigle dites-nous. Noir? Eh bien, il pourrait s'agir, alors d'abord on dit d'un rêve dans lequel Barbara dort au bord d'un lac jusqu'à ce qu'un aigle noir fasse irruption dans le ciel troublant son sommeil. Bon, ça c'est la première version, l'aigle noir qui a pu être vu aussi, deuxième version, comme une métaphore de la Shoah et de l'enfance juive de Barbara, ok. En fait, l'aigle noir, c'est plus précisément, et ça on en est sûr désormais, une allusion au viol dont elle a été victime dans son enfance par son père, et alors qu'elle avait 10 ans et demi, l'aigle noir du coup qui vient la troubler dans son sommeil, étant en fait son père, son propre père. Alors forcément, lorsque l'on sait cela, il est certain que vous n'écouterez plus la chanson de la même manière. Et oui, chanson en fait tragique. Alors en 1971, Christophe, Barbara tourne dans un film de son vieil ami Jacques Brel, France, mais c'est encore un échec. En revanche, sur disque et sur scène, elle triomphe. Elle entame une grande tournée en Europe, mais qui passe aussi d'ailleurs au Canada, en Israël
Israël et au Japon. Ouais, en Israël où elle se rendra plusieurs fois, donc c'est un peu comme Charles Aznavour, plusieurs fois les adieux et puis finalement toujours sur scène. En 1974, Barbara qui va provoquer une grosse frayeur à son public. Elle est retrouvée inanimée chez elle dans sa maison de Précy-sur-Marne, un village de Seine-et-Marne à 30 km de Paris, dont d'ailleurs le maire pendant longtemps était le neveu du capitaine Dreyfus, Yves Duteil. Eh oui, il faut le savoir. Elle expliquera avoir pris à ce moment-là des médicaments pour parvenir à trouver le sommeil. Il faut dire qu'elle est insomniaque. Elle en fera même une chanson, mais elle n'avait pas du tout l'intention de mettre fin à ses jours, malgré les rumeurs qui circulent. En tout cas, cela révèle les tourments personnels d'une artiste qui, sur le plan sentimental aussi, multiplie les histoires passionnelles, les histoires courtes aussi, avec des hommes de tout âge. Et d'ailleurs, jamais mariée, elle n'aura pas d'enfant. En 1981, Barbara cherche un endroit original pour son retour sur scène. Elle choisit de se produire sous un chapiteau à Pantin, près de Paris, et le spectacle est conçu comme un grand show à l'américaine. Avec moyens techniques et arrangements sophistiqués, Barbara qui fait même appel au synthétiseur, c'est un changement de cap, quand on connaît quand même son style. Un soir, l'artiste d'ailleurs, qui donne beaucoup, est complètement aphone, et c'est le public qui va entonner les chansons. Donc à Pantin, la voix de Barbara qui finit même par se briser, véritablement, ça existe, mais cela va donner forcément à ses interprétations désormais une émotion et une dramaturgie plus grande. En ce début des années 80, Barbara devient aussi une artiste engagée. Elle ne cache pas son soutien à François Mitterrand, dont elle salue la victoire d'ailleurs dans une chanson intitulée « Regarde ». Et puis d'ailleurs, elle reçoit en 1982 le Grand Prix national de la chanson pour sa contribution à la culture française. 6 ans plus tard, le président de la République, François Mitterrand, lui décerne la Légion d'honneur. Au milieu des années 80, alors que l'on parle encore très peu de cette maladie, elle s'investit également dans la collecte de fonds pour le traitement du sida. Ouais, elle se donne là aussi à fond, elle rend visite aux malades dans les hôpitaux, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l'écouter dans ses concerts. L'une de ses chansons s'appelle d'ailleurs Si d'amour à mort, et jusqu'au bout, elle soutiendra l'action de l'association de lutte contre le sida ACT UP, à qui elle cédera d'ailleurs la totalité des droits d'une chanson. Elle se consacre également au sort des détenus dans les prisons. Elle les visite régulièrement et elle ouvre même une ligne téléphonique confidentielle pour répondre aux personnes en détresse jour et nuit, une sorte de Macha Béranger dans la chanson. Et en 1986, Christophe Barbara revient, a fait beaucoup de choses à la comédie musicale avec Lily Passion, aux côtés cette fois de l'acteur Gérard Depardieu. Eh oui, un tatouage assez étonnant. Lily Passion, l'histoire d'une rencontre entre une chanteuse, Lily Passion Barbara, et un assassin, David, joué par Gérard Depardieu. Chaque soir, il tue dans les villes où elle chante et signe ses crimes d'une branche de mimosa déposée sur le corps de ses victimes. Oui, c'est toujours bien gai tout cela. Au début, d'ailleurs, le projet va mal commencer car l'accordéoniste Roland Romagnelli, l'accompagnateur de Barbara depuis des années, jette l'éponge et d'ailleurs avec Barbara, ils ne se reverront plus jamais. Lily Passion sera toutefois un gros succès au Zénith de Paris. Suivra une tournée en province et des dates à l'étranger. Et en 1987, Christophe Barbara donne une série de concerts également au Théâtre du Châtelet et 4 ans plus tard à Mogador. Avec à chaque fois le même succès, le même perfectionnisme. Le tabouret de son piano doit être systématiquement réglé à 61 cm. Ah oui, oui. Et si la disposition du piano ne lui convient pas, elle peut avoir de grosses colères. Et contrairement à une idée reçue, il faut aussi qu'on en parle par rapport à son style sur scène, la couleur noire qu'elle adore, la dramaturgie de ses chansons, et bien Barbara refuse l'étiquette d'intellectuel que la presse lui colle. Elle dit intellectuel, c'est un mot extrêmement grave. Et beaucoup d'ailleurs la décriront comme drôle, espiègle et taquine. Barbara revient chanter au Châtelet en 1993, mais en raison de problèmes de santé, elle doit annuler les dernières dates prévues et arrête définitivement la scène en 1994, année où elle reçoit par ailleurs la victoire de la musique de la meilleure artiste féminine. Elle sort fin 1996 son premier album studio en 16 ans. Elle retrouve à l'occasion ses musiciens qui l'accompagnent depuis longtemps, comme Richard Galliano à l'accordéon ou le violoniste Didier Lockwood. Pour cet opus, l'artiste recevra une nouvelle victoire de la musique début 1997, toujours dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'année. Et puis Barbara meurt en novembre de cette même année suite à des problèmes respiratoires. Elle s'éteint à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 67 ans. Enterrée dans le carré juif du cimetière de Bagneux en présence d'une foule de 2000 personnes, elle repose dans le caveau familial de la famille Brodsky auprès de sa grand-mère tant aimée. Quelques mois plus tard paraissent ses mémoires inachevées. Il était un piano noir. Le grand public découvre alors l'inceste dont elle a été victime quand elle avait 10 ans et demi. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait donc en 2 parties consacré à Barbara.